47 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. 47 minutes pour réduire l'une des positions militaires les plus fortifiées de la planète à un amas de débris en flammes. Pour faire taire des réseaux radars valant des milliards de dollars et supposés intouchables. Pour envoyer une onde de choc dans chaque salle de crise à Washington, Londres et Tel Aviv. Dans la nuit du 29 avril 2026, le ciel perçant s'est ouvert et a déchaîné quelque chose que l'armée américaine n'avait pas connu de mémoire récente. Une frappe directe, délibérée et dévastatrice contre ses propres forces. Pas une escarmouche par procuration, pas un tir d'avertissement, mais une attaque balistique à grande échelle contre le cœur de la puissance navale américaine en mer Rouge. Et lorsque la fumée s'est dissipée, le monde s'est retrouvé devant une réalité qu'il avait refusé de croire possible. La machine militaire la plus coûteuse et la plus avancée technologiquement de l'histoire humaine avait été frappée durement, et elle n'a pas riposté. Prenez un instant pour mesurer cela, parce que ce qui s'est produit cette nuit-là n'était pas seulement un événement militaire. C'était un signal, une déclaration envoyée non pas avec des mots, mais dans un feu supersonique, selon laquelle les règles qui régissaient la puissance mondiale venaient d'être réécrites par un pays que l'Occident a passé 4 décennies à tenter de briser et de soumettre. Pendant que les chaînes d'information grand public s'efforçaient de minimiser l'ampleur des dégâts, les porte-paroles du Pentagone choisissaient leurs mots avec la précision prudente d'hommes qui tentent d'éviter la panique. Mais les images satellites racontaient une histoire qu'aucun communiqué de presse ne pouvait contenir. Des cratères, là où se trouvaient autrefois des centres de commandement, un groupe aéronaval avançant péniblement en haute mer, des navires alliés rompant la formation dans ce que plusieurs témoins ont décrit sans hésitation comme une retraite complète. Ce n'est pas l'histoire qu'on vous a donnée, c'est l'histoire de ce qui s'est réellement passé, de ce qui l'a rendu possible et de la raison pour laquelle cela change tout ce qui vient ensuite. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qui était en jeu dans cette bande d'eau. La mer Rouge n'est pas simplement une étendue d'eau. C'est l'artère par laquelle transite environ 12% du commerce mondial. Elle relie la Méditerranée à l'océan Indien. C'est le corridor par lequel le pétrole, les marchandises et la puissance militaire circulent depuis des générations. La domination navale américaine dans cette région n'a jamais été seulement une posture militaire. C'était l'expression physique de tout un ordre mondial. La capacité de projeter la force dans cette voie maritime, de protéger le transport allié, de menacer tout adversaire qui contestait les intérêts occidentaux dans la région. Voilà la fondation sur laquelle des décennies de politique étrangère ont été bâties. Et le 29 avril, cette fondation a été frappée par une réalité balistique à 7500 km à l'heure. À exactement 2h17, heure locale, la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé ce qui serait plus tard confirmé comme l'opération baptisée Red Sea Thunder. À partir de 3 sites de lancement durcis, géographiquement dispersés, profondément situés à l'intérieur du territoire iranien, 45 missiles balistiques Qader ont été tirés dans une salve coordonnée que les systèmes américains d'alerte précoce ont détecté presque immédiatement, sans pouvoir l'arrêter. Les lancements n'étaient pas aléatoires, ils étaient répartis en 3 vagues distinctes. Chaque vague était assignée à un ensemble précis de cibles. Chaque vague était chronométrée pour arriver dans une séquence conçue afin de submerger des systèmes défensifs qui n'avaient jamais été bâtis pour gérer un tel volume de menaces entrantes simultanées. La première vague visait l'infrastructure principale de commandement de la base américaine à Djibouti. La deuxième vague était dirigée contre le groupe aéronaval de l'U, SS Dwight D. Eisenhower, positionné à environ 180 km au large. La troisième vague a frappé les dépôts de carburant, les bunkers de munitions, les installations radars et les nœuds de communication répartis dans le théâtre opérationnel. Toute la séquence, du premier lancement au dernier impact, n'a pris que 47 minutes. Voici ce qui rendait cette attaque si différente de tout ce à quoi les États-Unis s'étaient préparés. Des heures avant le lancement des missiles, les forces iraniennes avaient déjà ensemencé la zone opérationnelle avec des drones furtifs, Shahed 238 et des missiles de croisière volant à basse altitude. C'était pas l'événement principal. C'était le prélude,
Leur mission consistait à forcer les systèmes radars américains et alliés à s'activer, à faire sortir des missiles intercepteurs coûteux et à épuiser la réserve limitée d'intercepteurs avant l'arrivée de la véritable menace. Cela a fonctionné. Au moment où les ogives Gadr entraient dans leur phase terminale, à des vitesses dépassant Mach 12, les systèmes défensifs qui auraient dû les arrêter avaient déjà tiré une grande partie de ce qu'ils possédaient contre des leurs. Sur les 45 missiles lancés cette nuit-là, 31 ont atteint des impacts directs confirmés. Cela représente un taux de réussite de 68, 9% contre l'espace aérien le plus lourdement défendu que les forces américaines pouvaient rassembler dans ce théâtre. Ce chiffre devrait vous glacer, parce qu'il signifie que, face à tout le poids des croiseurs Aegis, des batteries Patriot et de tout ce que la coalition alliée pouvait lancer vers le ciel, les missiles iraniens ont trouvé leur cible plus souvent qu'ils ne les ont manqués. Les dégâts ont été catégoriquement catastrophiques. Dans le complexe de commandement de Djibouti, le bâtiment principal du quartier général a été détruit. Les images satellites publiées dans les heures suivant la frappe montraient d'immenses cratères d'impact là où se trouvaient, quelques minutes plus tôt, des centres opérationnels. La piste principale a été rendue complètement inutilisable. Les installations de stockage de carburant se sont embrasées dans des incendies qui ont brûlé pendant plus de 14 heures, avec une signature thermique visible par des capteurs orbitaux à des centaines de kilomètres au-dessus. En mer, la situation n'était pas moins grave. L'USS Dwight D. Eisenhower, un porte-avions qui avait parcouru les océans du monde pendant des décennies comme symbole de la puissance américaine, a subi 2 impacts directs. Le porte-avions n'a pas coulé, mais ses opérations aériennes ont été complètement interrompues et son efficacité au combat a été réduite à presque 0. 3 destroyers de classe Harley-Burke, dans la formation d'escorte du groupe aéronaval, ont été lourdement endommagés. L'un d'eux, l'USS Gravely, a ensuite été confirmé perdu. Des navires alliés britanniques, français et saoudiens ont également été touchés. Ce qui a suivi immédiatement après n'a pas été une contre-attaque, c'était plutôt une dispersion, des navires se dirigeant vers la haute mer, une coalition tentant de faire le compte de ses moyens et de ses pertes. Les images de ce matin-là ne montraient pas une superpuissance encaissant un coup et se préparant à répondre. Elles montraient une flotte sous le choc. Le montant total estimé des dégâts, et comprenez que ces chiffres seront débattus pendant des années, dépasse 4,21 milliards de dollars américains lorsqu'on tient compte de l'équipement détruit, des réparations de navires, de la capacité opérationnelle perdue et du coût environnemental des déversements massifs de carburant dans la mer Rouge. 81 milliards de dollars de dégâts infligés par une frappe qui a coûté à l'Iran, selon les estimations les plus généreuses, quelque part autour de 100 millions de dollars à exécuter. Gardez ce taux d'échange en tête. Parce que ce ratio n'est pas seulement une statistique financière. C'est toute la logique stratégique de ce que l'Iran a bâti et de la raison pour laquelle cela a fonctionné. L'arme au centre de tout cela est le missile Ghadr, un missile balistique de moyenne portée développée à partir de la lignée Shahab 3, mais amélioré au fil de générations successives jusqu'à devenir quelque chose de qualitativement différent de ce que l'Iran testait il y a 10 ans. Le Ghadr a une portée opérationnelle pouvant atteindre 1950 km, ce qui signifie que des sites de lancement profondément situés à l'intérieur du territoire iranien peuvent atteindre l'ensemble du théâtre de la mer Rouge sans exposer de position avancée. Sa vitesse terminale dans la phase finale de descente se situe entre Mach 12 et Mach 15. À ces vitesses, la fenêtre d'engagement pour tout intercepteur ne se mesure pas en minutes, mais en secondes. Et les temps de réaction des opérateurs humains deviennent essentiellement sans pertinence. Le système repose sur un engagement autonome dès que la trajectoire entrante est confirmée, et même alors, les chiffres sont brutaux. L'ogive du Ghadr transporte entre 750 et 1000 kg de charges explosives puissantes, certaines variantes étant équipées de véhicules de rentrée manœuvrant capables d'effectuer des corrections de trajectoire évasives dans la phase terminale hypersonique. C'est cette capacité qui a le plus fondamentalement brisé le calcul défensif des systèmes américains. Aegis et Patriot ont été conçus autour de trajectoires balistiques prévisibles. Une ogive qui manœuvre à Mach 12 n'est pas seulement rapide. Elle appartient à une catégorie de menaces entièrement différente.
C'est sur le plan économique que l'argument stratégique devient indéniable. Chaque missile Qader coûte à l'Iran environ 2 à 3 millions de dollars à produire. Un intercepteur SM-3 Block 3, la munition haut de gamme du système Aegis, coûte entre 12 et 28 millions de dollars par tir. Un missile Patriot PAC-3 MSE coûte entre 4 et 7 millions de dollars chacun. L'Iran a construit un piège stratégique dans lequel chaque engagement réussi coûtait aux États-Unis de 4 à 10 fois ce qu'il coûtait à l'Iran pour créer la menace. Et dans une attaque par saturation de 45 missiles entrants simultanés, la réserve d'intercepteurs se vide rapidement. Ce n'est pas un hasard d'ingénierie, c'est une doctrine. L'Iran a passé des décennies à étudier les mathématiques de l'architecture défensive américaine et a construit sa capacité offensive précisément pour rendre ses défenses financièrement et logistiquement insoutenables à grande échelle. Et surtout, presque chaque composant du système Qader est produit à l'intérieur de l'Iran. Moteur fusée à propergol solide, électronique de guidage, coiffe de véhicules de rentrée, lanceur mobile, toute la chaîne d'approvisionnement existe à l'intérieur des frontières iraniennes. Des décennies de sanctions occidentales, conçues pour étrangler le développement militaire de l'Iran, ont plutôt forcé la création d'une base industrielle de défense entièrement autonome. Quand il n'y a pas de fournisseurs étrangers à couper, les sanctions deviennent un problème de gestion plutôt qu'une menace existentielle. Les lanceurs mobiles utilisés dans la frappe du 29 avril étaient de retour dans des installations souterraines durcies quelques minutes après le tir. Au moment où les moyens de surveillance américains ont été repositionnés pour les rechercher, ils s'étaient dissous dans le réseau iranien de complexes de tunnels de montagne. Il ne restait plus rien à frapper en retour. Et c'est ici que la réponse américaine raconte sa propre histoire. La première déclaration publique du Pentagone est arrivée près de 3 heures après le dernier impact. C'était 17 mots de langage bureaucratique non engageant. À Washington, l'appareil de sécurité nationale a tenu des réunions d'urgence toute la nuit. Le groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford, l'autre grand atout naval américain dans la région, a reçu l'ordre de se diriger vers la mer Rouge, puis a été maintenu en position à plus de 1800 km. Des F-35 américains ont effectué des circuits de patrouille défensive loin, au large. Aucune frappe sur le territoire iranien, aucun franchissement de ligne rouge. Les avions furtifs les plus avancés de l'arsenal américain sont restés en configuration défensive pendant que les équipes de missiles iraniennes dispersaient déjà leur équipement dans des abris souterrains. La réponse de la superpuissance, après que son porte-avions emblématique eut été frappé et qu'un destroyer eut coulé, a été de garder une distance prudente et de publier des déclarations. Pourquoi ? La réponse honnête n'est pas simple et elle n'est pas flatteuse pour la position américaine. Les États-Unis, en 2026, sont militairement et financièrement surétendus d'une manière qui limite leurs options, comme ce n'était pas le cas il y a une génération. Engagement actif en Europe, tensions croissantes dans le détroit de Taïwan, retard d'entretien dans toute la flotte, difficultés de recrutement dans toutes les branches des forces armées. Ouvrir un nouveau front majeur contre l'Iran signifie accepter des risques sur tous les autres fronts en même temps. La pression financière est tout aussi sévère. Le coût politique à Washington d'un autre engagement militaire ouvert au Moyen-Orient après l'Irak et l'Afghanistan a rendu le Congrès profondément réticent à tout ce qui pourrait ressembler à la prochaine guerre de 20 ans. Mais la contrainte la plus profonde, c'est l'escalade. Les planificateurs de guerre américains comprennent qu'une frappe directe contre le territoire iranien déclenche une architecture de réponse iranienne prédéterminée. Le détroit d'Ormuz se ferme. Les bases américaines dans toute la région font face à des attaques coordonnées de missiles. L'axe de la résistance active simultanément tout son réseau. Les prix du pétrole montent à des niveaux qui font s'effondrer l'économie mondiale. C'est pas un résultat théorique, c'est le scénario qui a été simulé dans des jeux de guerre à Washington comme à Téhéran, et les deux camps savent comment ils se terminent. Les États-Unis se retrouvent donc dans une position qui aurait été inimaginable pour les planificateurs militaires il y a 20 ans. Une puissance régionale a frappé leurs forces directement et de façon significative. Et l'éventail des réponses américaines crédibles est plus étroit que ce que quiconque en dehors des salles de briefing classifiées, était prêt à admettre publiquement.
L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, autrefois partenaires fiables dans la pression exercée sur Téhéran, sont devenus remarquablement silencieux. La Grande-Bretagne et la France ont publié des déclarations de solidarité et n'ont rien déplacé. La coalition censée soutenir la domination américaine dans la région ne tient pas sous le poids des conséquences réelles. Prenez du recul par rapport au tableau militaire immédiat et regardez ce que ce moment signifie pour l'architecture plus large du pouvoir mondial, parce que l'importance du 29 avril dépasse de loin l'évaluation des dégâts d'une seule nuit. Le moment unipolaire qui a défini l'ordre international de l'après-guerre froide reposait sur une prémisse précise. La puissance militaire américaine était si écrasante qu'aucun acteur rationnel ne la défierait directement. Cette prémisse a disparu. Pas affaiblie, disparue. Une nation soumise à des sanctions économiques paralysantes vient de frapper un groupe aéronaval américain et un quartier général de commandement avancé avec des missiles balistiques sans faire face à une réponse militaire décisive. Chaque gouvernement dans le monde a regardé cela se dérouler et en a tiré ses propres conclusions. Le calcul du risque lorsqu'il s'agit de défier les intérêts américains a changé. Non pas parce que l'Amérique serait soudainement faible en termes absolus, mais parce que le coût d'imposer des conséquences est devenu visible et mesurable d'une manière qui n'était pas auparavant. Le réalignement géopolitique plus large, déjà en cours, s'accélère sous l'effet de ce type d'événements catalyseurs. La Russie, la Chine et l'Iran développent une coordination opérationnelle d'une façon que les analystes occidentaux ont constamment sous-estimée parce qu'ils cherchaient des alliances formelles plutôt que des partenariats fonctionnels. Le partage de technologies, d'architecture de renseignement et de synchronisation stratégique représente un autre type de coalition. Une coalition qui n'a pas besoin de traités formels pour être efficace. La présence navale hauturière chinoise croissant dans l'océan Indien, l'empreinte régionale élargie de la Russie, les exportations de technologies de missiles nord-coréennes vers le programme iranien, ce ne sont pas des développements isolés. Ils forment une contre-pression cohérente face à l'architecture de sécurité occidentale qui a gouverné la région pendant des générations. Pendant ce temps, dans l'ensemble du Sud global, les gouvernements qui ont passé des décennies à calculer si la puissance américaine pouvait garantir leur sécurité recalculent, des accords commerciaux sont structurés dans des monnaies autres que le dollar. Des partenariats de sécurité se forment en dehors des cadres de l'OTAN. Le bloc des BRICS grandit à chaque événement qui démontre le coût de l'alignement avec une puissance dominante dont la portée montre ses limites. Le monde se dirigeait déjà vers un ordre multipolaire plus distribué. Le 29 avril n'a pas créé cette trajectoire, il a accéléré le calendrier pour tous ceux qui observaient. Voici la question qui définira la prochaine phase. Les États-Unis font maintenant face à un choix sans option propre. Ils peuvent absorber ce coup et accepter le récit qui l'accompagne. Une puissance régionale a frappé les forces américaines et la réponse a été mesurée au point de paraître retenue, ou ils peuvent escalader vers une confrontation dont les coûts et les points d'arrivée sont réellement incertains, même pour les planificateurs de guerre qui seraient chargés de la mener. Aucun des deux choix ne restaure ce qui a été perdu dans la nuit du 29 avril. Les navires qui ont brûlé ne redeviennent pas intacts. L'infrastructure de commandement détruite ne se reconstruit pas d'elle-même en une nuit. L'image d'un groupe aéronaval encaissant des impacts directs et d'un destroyer sombrant ne s'efface pas de la mémoire de chaque ministère de la Défense sur Terre qui a regardé cela se produire. La réalité stratégique qui a changé ne peut pas être annulée par un communiqué de presse ou par une frappe de drones de représailles contre une position de milice quelque part en Syrie. C'est le sens profond de ce qui s'est passé en mer Rouge. Pas seulement les missiles, pas seulement les chiffres des dégâts, pas seulement les noms des navires. C'est la preuve de concept. 40 ans de sanctions, de campagnes de pression, d'isolement diplomatique et de posture militaire n'ont pas empêché une nation déterminée de bâtir la capacité de frapper à travers 1500 km d'espace aérien ouvert et d'atteindre la pièce maîtresse de la puissance navale américaine dans l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde. La stratégie de coercition par étranglement économique a produit l'effet inverse de celui qui était recherché. Elle a produit une industrie de l'armement qui ne doit rien à aucun fournisseur étranger et ne répond au contrôle d'exportation de personne. L'histoire ne se déplace pas en ligne droite.
Mais elle se déplace, et dans la nuit du 29 avril 2026, elle s'est déplacée avec la force de 45 ogives balistiques tombant du ciel perçant à 15 000 km à l'heure. L'ère définie par la suprématie navale américaine incontestée au Moyen-Orient ne s'est pas terminée tranquillement dans une salle de conférence, une négociation ou un réalignement diplomatique graduel. Elle s'est terminée en 47 minutes de feu au-dessus de la mer Rouge, avec des images satellites de bâtiments de commandement en flammes et d'un groupe aéronaval blessé. Et dans le long silence venu ensuite de Washington, ce qui vient maintenant est la question qui occupera les stratèges, les gouvernements et les gens ordinaires pendant des années. Mais le point de départ de cet avenir a déjà été écrit. Pas à Washington ni à Bruxelles, mais dans un ciel perçant. Lors d'une nuit que le monde n'oubliera pas. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.